Aujourd'hui, il est beaucoup plus facile de faire des bras robotisés, qu'on maîtrise beaucoup mieux la technologie. La partie, du coup, coder, faire l'interface est beaucoup plus simple parce qu'on a appris, parce qu'on a des processeurs plus importants, parce qu'il y a l'IA qui facilite ces tâches-là. Donc, on est capable d'avoir un produit moins cher. Ouais. Donc, c'est aussi des solutions, et on verra, Brice, aussi la tienne, qui sont adaptées à des structures conséquentes et qui font beaucoup de volume pour pouvoir amortir les coûts de ces équipements. Et pour avoir une idée, je ne sais pas si tu peux dire une fourchette de coûts aussi bien pour le robot plateau ou pour un bras robotisé. J'imagine qu'il y a beaucoup de variations, mais avoir un ordre d'idée. Alors, pour plateau, le prix public, donc ça coûte, par exemple, c'est disponible à l'achat, à la location. À l'achat, ça coûte 18 500 €. En location, c'est entre 23 à 28 € par jour. Donc, j'avais un jour, je parlais avec un restaurateur, je lui ai dit voilà le coût. Il m'a dit si ça me permet de vendre un magret de canard, allez, 2 magrets de canard en plus, j'ai amorti ce coût-là. Oui. Donc, c'est faisable, donc c'est plus petit. Après, sur un bras robotisé, on va plutôt être dans des budgets qui sont plutôt autour de 30 000 €. Mais encore une fois, ça dépend qui va le mettre. Si vous regardez aux États-Unis récemment, Chipotle, la chaîne qui fait les burritos, a mis un robot qui est capable de faire ça. Vous avez, je sais qu'il y a d'autres enseignes, grandes enseignes de la fast-food, qui sont en train de travailler sur la partie robot qui va faire la cuisson des burgers, la viande, la partie frites, la partie cuisson. Ouais. Donc, parce que c'est des choses qui sont chronométrées, maîtrisées, et qu'on cherche la constance en fait, du résultat, tout en sécurisant, et tout en palliant au manque de main-d'œuvre, là, ça va être adapté. On va voir après les peurs qui sont associées quand même à ce genre d'équipement. Il y a beaucoup de croyances autour de ça, et des peurs qui peuvent aussi être légitimes sur le fait de, en fait, même d'un point de vue philosophique, manger un burger qui a été fait par une machine ou aller dans une pizzeria sans pizzaiolo. Voilà, moi qui suis attachée, par exemple, qui suis amatrice de pizza, amatrice d'Italie, amatrice de culture populaire, je ne suis pas sûre que j'aurais été ravie d'aller là, et je pense qu'on est nombreux et nombreuses à avoir ces peurs-là. On y reviendra. Avant ça, Brice Condat, est-ce que tu peux nous raconter ce qu'est Impulse? Pourquoi vous avez décidé de créer cette structure qui est donc un logiciel, Oui, exactement, un logiciel. Ouais, qui permet d'optimiser les process dans la restauration et de gagner des points de marge grâce à l'intelligence artificielle. C'est exactement ça. Donc, pour parler un petit peu d'Impulse, on peut parler un petit peu de notre parcours. À Valentin et moi-même, Valentin qui est mon cofondateur. Donc, on n'est pas issu du milieu de la restauration, ce qui est assez original, parce qu'en général, dans la food tech, les acteurs ont eu une expérience préalable dans la restauration. Nous, on a un profil assez différent. On est ingénieur, donc on a étudié les mathématiques appliquées, l'informatique à Centrale Paris, et on avait la volonté de créer un produit autour de l'IA, un produit aussi qui soit, on va dire, ancré dans le réel et que des personnes puissent vraiment l'utiliser au quotidien. Et on a rencontré en fait des restaurateurs, donc des directeurs de chaînes de restaurants, et on s'est rendu compte que le sujet du passage de commande était géré de façon assez archaïque. Pas d'inventaire, le passage de commande se fait un petit peu au doigt mouillé. Si demain, par exemple, il pleut ou on a un contexte assez ensoleillé, on va passer la même commande. Et la réalité, c'est quoi? C'est qu'on passe des commandes très souvent dans la restauration auprès de plusieurs fournisseurs, en général dans une chaîne de restaurants entre 5 et 10 fournisseurs. Si une commande est mal effectuée, on va se retrouver finalement soit en rupture de stock, soit en surstockage, et ça va avoir un impact direct sur ce qu'on appelle le coût matière. Le coût matière dans la restauration, c'est quoi? Je vais prendre par exemple un chiffre d'affaires d'un restaurant qui fait 1 million d'euros. Et on va utiliser par exemple 30%, 300 000 €. C'est ça le coût matière. C'est les denrées alimentaires nécessaires pour pouvoir produire les éléments qu'on va vendre aux clients directement. Donc il est hyper important de pouvoir bien piloter ce qu'on appelle le coût matière pour bien piloter sa rentabilité. Et ça, c'est le passage de commande qui doit être bien effectué. Et c'est pourquoi on a créé Impulse, qui est aujourd'hui vraiment en fait, un outil de gestion de stock et d'amélioration du coût matière pour les chaînes de restaurants. Concrètement, comment ça se passe? Un manager sur son restaurant va pouvoir passer les commandes grâce à Impulse, contrôler la marchandise, faire son inventaire, et le tout va être automatisé grâce à l'intelligence artificielle. En fait, Impulse va se brancher directement à la caisse, va récupérer l'ensemble des données historiques de vente de toutes les journées, donc tous les tickets de caisse. On va être également branché à des flux d'événements extérieurs,
Le premier grand flux, ça va être la météo, avec les températures minimales, maximales, des variations d'ensoleillement. On va avoir les données calendaires, comme par exemple les vacances scolaires, les chassés croisés. Et on va avoir toutes les données liées aux compétitions sportives. Ça va être par exemple les Jeux Olympiques ou la finale, une finale de Coupe du Monde du rugby qu'on a pu avoir l'année dernière. Notamment pour les entreprises qui font des pizzas ou des burgers. Exactement, et ça a un impact extrêmement important sur les différents canaux de vente, que ce soit par exemple le surplace ou encore le delivery sur les plateformes qu'on connaît comme Just Eat, Uber ou Deliveroo. Et l'outil va automatiquement apprendre dans le passé, grâce à nos algorithmes d'intelligence artificielle. Il va pouvoir prévoir le chiffre d'affaires qui va être effectué sur le restaurant. Il va pouvoir le prévoir jusqu'à 4 semaines dans le futur, prévoir le chiffre d'affaires par plat et du coup proposer des commandes adaptées en fait à ses besoins en matières premières. Et c'est comme ça qu'on va aller automatiser toute la prise de décision. Mais l'idée c'est que c'est vraiment un outil qui va aller accompagner le manager parce qu'on lui fait une recommandation de commande, on lui fait une prévision de chiffre d'affaires et après à la fin c'est lui qui valide sa commande. Donc on lui fait gagner énormément de temps. Parce que quand on passe une commande, on doit commander entre 10 et parfois 200 références. Et être exact et précis sur toutes ces références, c'est compliqué. Soit on ne le fait pas, soit on le fait, mais on y passe énormément de temps. Et donc nous, on va aller automatiser toute cette partie-là pour faire gagner du temps et de l'argent aux restaurateurs. Et après, on a une deuxième dimension qui permet en fait aux têtes de réseau, c'est-à-dire les personnes au siège, de pouvoir contrôler la marge brute en temps réel, ce qu'on appelle les écarts de conso. Comme ça, on crée un cercle vertueux entre le terrain qui opère très rapidement, très efficacement, et qui du coup peut se concentrer sur le management de son équipe et ses clients, et le siège qui peut contrôler la performance. Aujourd'hui, on travaille avec des chaînes qui vont aller de 5 à plus de 300 points de vente, des marques que vous connaissez comme par exemple Otakos, Columbus Café, Pitaya, Boulangerie Feuillette, et on est une équipe d'une 40aine de collaborateurs basés dans le centre de Paris. On va justement sur ces questions un peu philosophiques aussi bien sur la peur du remplacement des robots des humains par les robots et aussi sur en fait moi je trouve que ce que j'entends aussi là c'est quand même une forme de course à la performance et aux chiffres. Qu'est-ce que vous répondez à ces deux freins et à ces deux craintes de vos solutions? Alors, je pense qu'aujourd'hui, l'IA, c'est un grand mot. Alors, je ne sais pas si la vision de l'IA a été façonnée notamment par des films hollywoodiens, mais je pense que c'est extrêmement prégnant quand même dans l'esprit populaire. C'est-à-dire qu'on a pu avoir des films comme Terminator ou autres, ou 2001 au lycée de l'espace avec une IA qui finalement tue le pilote de la fusée. Aujourd'hui, en fait, l'IA, c'est simplement en fait que des algorithmes qui automatisent des tâches et qui accompagnent les collaborateurs dans leur quotidien. C'est vraiment ça l'IA. Soit réduction de la pénibilité du travail, enfin tu pourras en parler peut-être mieux que moi, et soit dans mon cas, en fait, une amélioration de l'aide à la décision. Et l'IA, en fait, on la vit déjà tous au quotidien. On a tous des téléphones, on a tous des suggestions avec un correcteur orthographique avancé. C'est ni plus ni moins que ça. On n'est pas là en train de, on va dire, couper l'herbe sous le pied et dire au manager, en tout cas dans notre cas bien précis, tu n'as plus d'utilité. Au contraire, on lui permet d'être meilleur et de se concentrer sur son vrai cœur de métier. C'est comme ça qu'en tout cas, nous, on voit l'IA. C'est vraiment quelque sorte pour augmenter l'homme. Il lui permet de faire mieux son travail. Après, ou écrire des introductions à des tables rondes, quoi. Mais par contre, le robot ne pourrait pas faire mon métier, là. Par exemple. Pour l'instant. Et après, je rajouterais que sur l'aspect optimisation, rentabilité, quand on a un restaurant, on a des responsabilités qui nous incombent et on est obligé en fait de dégager de la rentabilité. On est déjà dans un contexte en fait où on a des marges qui sont assez faibles pour des restaurateurs indépendants, mais également en fait pour notamment des franchisés de plus grosses enseignes. Et il est hyper important de pouvoir mettre son coût matière sur autopilote et au moins de pouvoir maîtriser ce qui est maîtrisable. Et donc, dans on va dire, cette logique un peu capitaliste, il est normal de vouloir quand même optimiser son gain tout en ne dégradant pas notamment l'expérience client ni l'expérience de ses collaborateurs. Anis, sur ce frein-là, qu'est-ce que tu réponds? Je rejoins complètement Brice sur ce qu'il a dit. De manière plus globale, dans l'histoire, l'humain a toujours eu peur de l'innovation. Il y a certaines innovations, on n'a qu'à regarder fin du 19e siècle, au moment où il y a eu toute la partie motorisation, etc. On a toujours cette crainte. Et effectivement, et là, un effet qui est génial, mais il y a aussi des effets néfastes. Et le tout, c'est de dire comment on s'adapte en fait. Comment on peut prendre ça par la main en fait. Et au lieu de subir une innovation qui a de l'utilité, comment on fait pour que ça devienne un outil en notre faveur. C'est comme le premier jour où on a donné une calculatrice à quelqu'un qui fait de la compta. Il continuera à savoir faire ses calculs tout seul, mais il y a zéro utilité à continuer à le faire à la main.
Et c'est même de la pénibilité. Et puis derrière, un des avantages, pour moi, c'est aussi, et on en parlait tout à l'heure, la nouvelle génération et de manière générale, après le Covid, il y a une prise de conscience qui s'est faite sur quel est le sens de ce que je fais, quelle est l'utilité de ce que je fais. Et sincèrement, quand on regarde un certain nombre de métiers dans la restauration et pas que, c'est des tâches qui sont faites par l'humain, qui sont pénibles, qui sont répétitives, qu'on ne peut pas rémunérer à la hauteur de ce que la personne fait. Oui, on parle de bullshit jobs ou de boulots comme ça qui sont en fait. C'est juste qu'on n'avait pas les moyens d'automatiser. Tant que on n'avait pas d'autre moyen que le faire par un humain. Donc quand on arrive avec des solutions comme ça, je pense que la question à se poser, et c'est là où il y a la crainte, c'est qu'est-ce que je vais faire de mon temps? Si la machine va faire ça à ma place, qu'est-ce que je fais à la place? Moi, ce que je dis tout le temps, donc j'ai la chance d'avoir beaucoup, par exemple dans des restaurants, ça me dit ça va me remplacer. Je lui dis bah écoutez, si ça va vous remplacer, c'est que vous êtes trompé dans votre vie. Vous ne pouvez pas vous réduire vous à juste ce que c'est faire cette machine. Elle fait que des allers-retours en transportant de la charge. Donc vous prenez un commis, on en parlait tout à l'heure, un commis, bah, il apprend pas grand-chose. Hein. C'est pas le métier qui va lui permettre d'évoluer. Oui, mais il passe par là pour ensuite gravir. Enfin, il pourrait pas devenir tout de suite chef de parti ou sans avoir une expérience plus basique. Je suis complètement d'accord, et c'est là où généralement je dis, bah, est-ce que réellement on a besoin qu'il passe par juste des allers-retours, un travail qui est aussi simple que celui-là, parce qu'il n'y a pas de technicité en fait dedans. Est-ce qu'on ne peut pas démarrer juste après? Là où justement la personne apprend quelque chose, sans justement qu'elle peut progresser beaucoup plus facilement, plutôt que de se retrouver prisonnière d'un job où en fait elle a l'impression qu'elle s'en sortirait jamais. Brice, tu veux rebondir là-dessus? Non, moi j'ajouterais quelque chose qui à mon sens est assez important, c'est la distinction des différents types d'IA. Parce que l'IA qui fait peur, ça va être l'IA générative, qui est capable d'écrire un texte, qui est capable de retoucher une photo de façon automatique, qui est capable même de retoucher en fait une vidéo ou de reproduire une voix. Ça, ce sont des choses qui font peur. Et à mon avis, il peut y avoir des garde-fous. Donc il faut bien aussi distinguer quels sont les types d'IA. L'IA, ce qu'on appelle l'IA, c'est finalement un programme informatique qui est capable d'apprendre dans le passé sur un dataset. Il apprend dans le passé, par exemple, pour pouvoir prévoir une valeur, je veux dire, par exemple la météo. Il va pouvoir aussi du coup produire peut-être une image à partir d'input qu'on lui met. Et il y a différents types d'IA. Nous, l'IA, ce qu'on fait, c'est de l'aide à la décision. Peut-être que l'IA qui est intégrée dans les robots du groupe d'Anis, ça va être peut-être une optimisation, je sais pas, du parcours, où l'outil va être capable d'apprendre lui-même comment optimiser son parcours. C'est très différent d'une IA générative. Celle-là qui fait beaucoup plus peur. Et je pense qu'il faut aussi l'avoir en tête. Est-ce que les freins que je viens d'exposer, ils sont principalement français? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a ici, mais par exemple aux États-Unis, où l'IA est arrivée plus tôt et mieux intégrée, ou est-ce qu'on est des bons râleurs quand même ici? On est des bons râleurs, mais en fait, c'est partout. Vous avez quand même quelques cultures dans lesquelles l'acceptation de l'IA et de la robotique est beaucoup plus forte. Si on prend en Asie, par exemple, si vous prenez le Japon, alors le Japon, je vous invite tous à regarder ce qui se passe là-bas. On estime aujourd'hui que c'est le futur de nos civilisations, sur le vieillissement de la population, sur pas mal de sujets en fait. Et là-bas, bah, du coup, ils sont dans une situation plus avancée où soit ils s'adaptent, en fait, soit ils ont un gros problème. Donc du coup, ils s'adaptent et l'acceptation est plus forte. Aux États-Unis, c'est vrai que les gens ont il y a la culture de l'échec, généralement, où on teste, ça ne marche pas, c'est pas grave, bah, je continue. On a la culture de l'excellence en France et en Europe de manière générale, donc c'est vrai qu'il y a un peu plus de réticence, mais c'est toujours la même chose. Il faut juste changer le prisme, je pense, pour les gens, et ce que dit Brice, c'est de se dire, ok, quelle est l'utilité? Il faut distinguer l'IA générative, qui est celle réellement qui peut faire peur, de l'IA qui est celle qui va nous donner notre météo dont on a besoin pour savoir comment s'habiller, comment travailler, enfin, pas mal de choses. Et là-dessus, dès que les gens commencent à voir le côté outil, donc c'est eux les maîtres, et l'IA ou le robot va rester l'outil, bah là, généralement, ça se passe très bien. Il y a la question aussi, avant de vous donner la parole, environnementale. En fait, on est dans une crise sans précédent environnementale et ça ne va pas s'améliorer. Tous les scientifiques
tire la sonnette d'alarme depuis les années 70 sans être réellement entendus. Et parmi les freins qu'ils identifient, eux, pour aller vers une transition écologique et sociale réelle, il y a toute une partie de personnes qui sont, selon ces personnes-là, technosolutionnistes. C'est-à-dire des personnes qui croient dans qu'on va sauver l'humanité grâce à la technologie. Pour eux, c'est un mythe de se dire qu'en fait, par exemple, les avions à hydrogène, cultiver sur Mars, avoir des robots à la place des humains en cuisine, et ils se disent que c'est pas la bonne manière d'envisager la transition et que c'est un peu un miroir aux alouettes. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? C'est une question quand même assez large et complexe. Et en fait, c'est qu'il peut avoir des angles politiques. Ce que je pense, ça c'est purement personnel, à mon sens. En tout cas, l'invention, l'innovation, je trouve que ça a toujours été quand même un symbole de la transcendance humaine. Alors, parfois avec des conséquences néfastes, parfois avec des conséquences plutôt heureuses. Mais bon, tout ce qu'on vit aujourd'hui, quand même, c'est le fruit d'une évolution et d'innovation. Je pense juste qu'à mon sens, ça doit être encadré et il faut éventuellement qu'il y ait des États ou en tout cas des politiques qui orientent l'innovation dans le bon sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour pouvoir avoir peut-être plus d'IA, pour pouvoir produire des avions à hydrogène, pour pouvoir produire des batteries ou autres, il n'y en a pas de ressources en fait illimitées. Même un logiciel dont on a l'impression qu'il n'a aucun impact, derrière il y a des data centers en fait énormes qui travaillent. Et donc je pense que pour pouvoir avoir une innovation, je dirais green, il faudrait qu'on ait des politiques peut-être qui investissent plus dans la recherche, sur l'optimisation peut-être du calcul, l'optimisation des data centers, l'optimisation réelle de peut-être des logiciels qu'on peut retrouver dans l'usage des ressources de batterie. Donc là, je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait avoir en tête si on veut continuer en fait à innover tout en préservant l'environnement. Anis, là-dessus ? Est-ce qu'on peut faire Est-ce qu'il y a un monde où on peut complètement revenir en arrière, enlever toute la partie technologie, revenir à une nature saine et un mode de vie simple? J'en sais rien. Il y a des jours où j'adorerais moi-même revenir sur ce mode de vie, mais ça me paraît compliqué. Je pense que c'est une question de modération et de responsabilité. On n'est pas obligé d'avoir forcément des surperformances. Il faut peut-être prendre ce dont on a besoin, juste ce dont on a besoin. Ne pas forcément avoir une course à toujours remplacer. Typiquement, une des manières de faire qu'on a chez nous, dont je suis relativement fier, c'est que typiquement, si je prends l'exemple de Plateau, on n'est pas les seuls au monde à faire ce type de robot-là. Donc vous en avez en Chine, aux États-Unis, etc. La contrainte qu'on s'est mise, c'est de dire on veut un robot qui puisse durer le plus longtemps possible. Ou typiquement, s'il y a le moins de problèmes, ça doit être réparable. Si vous achetez le robot aujourd'hui, et c'est ce qu'on a eu par exemple, à la sortie, il y avait un certain nombre de fonctionnalités, et là, dans 2-3 mois, on sort une autre fonctionnalité qui s'appelle le Follow Me. En gros, je dis au robot, suis-moi, et avec la caméra, il me suit partout où je marche. Très facile à utiliser. Ça, vous allez voir un certain nombre de constructeurs, il va vous dire, si vous voulez la nouvelle fonctionnalité, vous achetez le nouveau robot. La manière de faire, c'est de dire, non, en fait, c'est une fonctionnalité, donc je peux la rajouter à mon robot et je peux l'utiliser très longtemps. On a des robots, d'autres qui sont dans d'autres domaines, où je crois que les gens utilisent l'équivalent de la 3e génération encore. Pour des robots, c'est énorme. Mais c'est toujours les mêmes robots parce que c'est conçu de manière la plus responsable en se disant, OK, on peut peut-être pas, il y a un impact environnemental, c'est indéniable, mais on va faire ce qui répond aux besoins et qui puisse durer le plus longtemps possible et qu'on ne rentre pas dans ce système de tous les ans, allez, acheter le nouveau robot, jeter l'autre et acheter un nouveau, ce qui n'a pas de sens. Une forme de sobriété dans la technologie. Est-ce que vous avez des observations, des questions? Oui, j'arrive. C'est bon. Marie arrive en fait. Bonjour, tout d'abord merci pour cette table ronde qui est passionnante. J'avais un commentaire et une question. Alors déjà le commentaire c'était récemment il y a un rapport qui a montré que finalement, alors c'était centré sur ChatGPT, donc l'IA générative. Le taux d'adoption en France est quand même très faible encore, il y a un quart des Français seulement qui l'utilisent. Et dans ce cas, ce sont les plus jeunes qui sont les pro-adeptes, quoi. En Asie, par contre, ça ne prend pas du tout, ChatGPT. Alors peut-être les autres formes d'IA,
Voilà. Donc ça, c'était juste le commentaire. Et j'avais une question, parce que là, vous parlez de modèles prédictifs en cuisine, dans la restauration, notamment sur les coûts. Est-ce que vous avez une notion d'expérimentation, alors en créativité, en cuisine, avec les chefs? On sait par exemple que l'association, je sais pas moi, chocolat-banane, ça marche bien. Est-ce que vous avez eu écho ou est-ce que c'est en cours, d'aider non pas dans le côté prédictif, mais dans le côté génératif finalement en cuisine? Alors c'est vrai que nous on est très centré sur la gestion, ce qu'on appelle en fait aussi le time series forecasting, c'est-à-dire qu'on prévoit une valeur en fait dans le temps grâce à l'IA. Et de temps en temps, bien sûr, on a des discussions assez ouvertes avec nos clients qui nous ont déjà suggéré cette idée. Mais ce dont on se rend compte, c'est que même nous on travaille avec des chaînes de restaurants, même les chaînes de restaurants sont encore très attachées en tout cas à leur poste de chef exécutif et d'avoir une personne physique avec laquelle ils vont se poser, qui va être en capacité de pouvoir interagir avec le marketing, avec le pôle achat, avec la sensibilité aussi bien souvent des fondateurs. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas cette volonté en tout cas de pouvoir s'affranchir vraiment du chef. C'est vraiment ce dont je me rends compte. De temps en temps, ils s'y prennent à en rêver. Mais en pratique, non, ils sont bien attachés à leur chef. Ouais. Moi j'ai entendu, il y a deux choses, deux compléments là-dessus. Je sais qu'il y a une appli qui scanne le frigo et qui propose des recettes à partir du contenu du frigo qui a été photographié. Ça c'est déjà assez dingue je trouve. Et l'année dernière, il y a quelqu'un qui est venu me voir après une table ronde qui n'était pas sur les robots, mais qui voulait absolument parler de son produit qu'il était en train de développer à Dubaï, je crois, et qui me dit on va faire un robot goûteur et qui va vérifier les paramètres, je sais pas moi, des trucs j'imagine qui sont possibles de mesurer, donc le pH, le taux de sel, le taux de sucre, pour avoir des recettes constantes. Donc à la base, c'était plutôt adapté à l'industrie agroalimentaire, mais en fait, il voulait le faire rentrer dans les cuisines. Et il me raconte ça archi fier. Moi, je lui dis, je suis désolée, mais j'y crois pas du tout. J'ai l'impression que c'est une sorte de vision d'un futur horrible de la restauration, où en fait, il y aurait des machines dans les cuisines qui goûtent pour vérifier que la mousse au chocolat est la même que la veille et qui sera la même demain exactement. Et là-dessus, je sais pas, Anis, si tu as eu des choses comme ça, si tu as vu dans tes recherches des choses. À ma connaissance, ça n'a pas été encore testé. Alors, je pense, certainement des gens ont essayé. Votre question est hyper intéressante parce que justement, elle pointe la limite de là où peut aller la machine, mais de manière efficace. Tu parlais de l'exemple du frigo. L'IA aujourd'hui, telle qu'on la connaît, qu'on utilise, c'est une machine qui va répéter ce qu'elle a appris ailleurs. Elle ne crée pas. C'est juste qu'elle est capable de chercher beaucoup plus vite que nous et de trouver la réponse. Oui, mais elle peut associer quand même. Elle peut associer des choses dans la partie association, ce qui va se passer, et je pense que c'est aussi le projet de la personne à qui tu parlais, c'est du scientifique. C'est-à-dire qu'elle n'a pas la matière de goût, Alors, à moins qu'on lui dise tel goût, voilà ce qu'il va donner, tel autre ce qu'il va donner, elle ne connaît pas l'alchimie des produits. Elle ne connaît pas comment je vais pouvoir, en disant je veux un peu d'acidité avec tel autre type de goût, etc. Elle va rassembler, mais elle ne sait pas assembler réellement. Et donc ça c'est justement, c'est là où c'est la place de l'homme, c'est là où c'est l'unicité de l'homme. Donc, et les machines aujourd'hui qui existent, c'est toujours la même chose. On regarde tous les bras qui sont en cuisine réellement à faire, c'est des recettes qu'on leur donne dans des... c'est pas des créatifs, quoi. Et rien de créatif. La seule chose que la machine va faire mieux que l'homme, de manière, d'un point de vue statistique, c'est la constance. C'est qu'elle refera toujours exactement la même chose. Pour le reste, c'est des risques. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'y est pas. On parlait, tu citais tout à l'heure l'exemple du tableau, donc, de la partie artistique de l'IA. On a vu quelques IA créer, s'inspirer de tableaux d'artistes pour faire quelque chose, etc. Ça s'inspire toujours de quelque chose d'humain. Donc, s'il n'y a pas cette ressource-là, il n'y aura pas de résultat. Et encore une fois, c'est nous qui influençons. Donc, elle ne crée pas réellement. Ouais, je pense qu'on peut dire ça qu'elle ne crée pas, mais est-ce que nous, on crée vraiment parfois? C'est-à-dire que aussi en tant qu'être humain, en général, on amasse une masse de connaissances. On dit souvent que l'intelligence et le génie créatif est associé à une très très bonne mémoire. Parce qu'on est capable d'avoir beaucoup de choses dans l'esprit, de les associer ensuite pour en tout cas faire des choses uniques.
Alors, est-ce qu'elle crée comme un humain? Peut-être pas, mais je pense qu'elle peut créer. Je veux dire, il y a des boîtes qui se lancent. Typiquement, tout le business de la musique, on a bien sûr le business des morceaux qui sont libres de droit, qu'on peut utiliser dans un événement comme le Syrah ou autre. Et si on veut utiliser par exemple, je sais pas moi, une bande son de Beyoncé, il va falloir payer. Il y a des entreprises qui ont créé des IA génératives qui produisent du coup des musiques uniques. Elles sont uniques. Alors, c'est peut-être pas, je sais pas, du Beethoven ou du Bach ou autre, hein, mais en tout cas, elles sont uniques et du coup, elles vont pouvoir être vendues à un prix bien inférieur de celui d'un artiste. Donc je pense qu'il y a des créations qui peuvent être faites. Ce ne sont pas des créations humaines, c'est juste que c'est un autre type de création. Et je suis d'accord, il y aura toujours peut-être une part de génie humain, mais peut-être qu'un jour, scientifiquement, on aura compris parfaitement comment fonctionne le cerveau. Et donc le génie humain, ou en tout cas la création qu'on estime peut-être spontanée ou chaotique, en fait, la sonde ne l'est pas et on pourra nous programmer aussi. Ça, j'en sais rien, c'est l'avenir qui nous le dira. Hein. C'est ce que tu souhaites? Comment? C'est ce que tu souhaites? Je souhaite rien, on verra ce qui se passe. Hein, c'est ça le progrès scientifique. Est-ce qu'il y a une autre, un commentaire ici? On va faire passer le micro. Merci. Merci beaucoup. Justement, pour rebondir au dernier débat qu'il y a eu, le principe de la création, c'est aussi le principe d'essai-erreur. Et la problématique d'une machine, c'est que justement, le côté erreur, elle ne peut pas s'en rendre compte immédiatement. Lorsque, par exemple, en cuisine, on fait une recette et qu'on se rend compte qu'il manque un peu de sel ou qu'il manque un ingrédient pour pouvoir rendre plus beau le plat, la machine en elle-même, elle ne va pas pouvoir le faire. Néanmoins, proposer une recette un peu originale, elle est capable, de par justement les connaissances qu'on a acquises et de par l'ensemble des recettes qui existent. Effectivement, le jour où la machine sera capable d'analyser les erreurs qu'elle produit, on pourra peut-être avoir une machine 100% créative. Néanmoins, c'est ce côté humain, c'est de reconnaître qu'il y a une erreur, alors que la machine, elle est factuelle. Et se baser sur ça, c'est un peu compliqué, pas pour l'avenir, mais non pour avoir des vrais résultats. Je suis d'accord, mais en fait, quand on va entraîner un modèle, on l'entraîne. Il y a des méthodes d'entraînement qui existent, notamment ce qu'on appelle le reinforcement learning. C'est-à-dire que la machine, elle fait un essai. Si elle se trompe ou pas, on a établi un étalon avant et elle a un score. Et du coup, elle va apprendre comme ça. Et je veux dire, un score, c'est pas juste un point. En fait, on peut mathématiser les saveurs avec ce qu'on appelle des vecteurs. Et voilà, on mathématise le langage comme ça avec des représentations 3D ou dans plusieurs dimensions. Donc en fait, on est capable de faire apprendre à une machine d'elle-même et de façon spontanée, sans même qu'elle ait par exemple de notions précédemment de ce qu'est par exemple un chat quand on voit une machine qui apprend pour un chat. Donc là en fait elle est laissée libre dans son exploration et après parfois il y a ce qu'on appelle le reinforcement learning où on lui donne des règles et il y a un système en fait d'erreurs quantifiées, elle sait quand elle se trompe. Donc non, moi, je pense que c'est possible. Est-ce que c'est ce qui permet à un ordinateur de gagner une partie d'échecs contre le meilleur joueur du monde, c'est ça ou pas? Ça dépend, je pense que les algorithmes il y a 15 ans n'étaient pas basés sur l'IA ou sur l'apprentissage automatisé. Mais aujourd'hui, on pourrait très bien imaginer en fait, une IA qui apprend sur des millions et des millions en fait, de parties d'échecs et qui est capable en fait, derrière de pouvoir s'améliorer. Après, c'est pas simple, hein, on le sait. Hein, par exemple, il y a un jeu qui est encore plus complexe que les échecs, c'est le Go. Je crois que c'était une division de Google qui s'appelle DeepMind, qui a mis des années et des années en fait, à pouvoir en fait, créer une IA qui était en capacité de pouvoir battre le meilleur joueur de Go. Donc voilà, il y a quand même des complexités. Donc le cerveau humain reste quand même assez unique, mais après, je veux dire, c'est un débat humain versus machine, c'est pas la même chose. Et on ne connaît pas le fonctionnement de l'humain. C'est ça la réalité. Donc je pense qu'il faut apprécier les deux pour ce que c'est. Par contre, je pense que l'une des vraies nécessités, c'est de mettre quand même du contrôle. Tout à l'heure, on en parlait. Il y a des peuples qui adoptent beaucoup plus facilement, on va dire, l'IA. On le voit en Chine hein, aujourd'hui. L'IA permet de reconnaître automatiquement les visages. Si on traverse, par exemple, au passage piéton, on peut être mal scoré. Parce que l'IA a reconnu le visage, on va être mal scoré, on a son score qui diminue. Là, on est sur, culturellement, un peuple qui est empreint de confucianisme, où en fait, la conformité est valorisée. Alors que en Europe, c'est plutôt l'inverse. Et donc, on va avoir peut-être des façons différentes, à mon avis, d'aborder l'IA et de réglementer les applications de l'IA. Voilà, c'est un vaste débat. Ouais, ça rejoint vraiment, ça recoupe mathématiques, philosophie. Anis, tu as un mot peut-être? Ou est-ce que vous avez encore une question? Alors, Anis, un mot de la fin.
je pense que c'est ce qu'on m'avait appris au début quand j'ai commencé à travailler. On me disait le changement, il faut le prendre par la main, sinon il vous prend par le cou. Et pour moi, l'innovation de manière générale, c'est comme ça. Il faut tester. Il ne faut pas avoir peur. Effectivement, on n'aime pas sortir de notre zone de confort. On n'aime pas se sentir remplacé, même sur une partie qui est partielle de ce qu'on sait faire. Il ne faut pas avoir peur de nos capacités à faire. Il faut être sûr un minimum de soi. Et il faut tester. Il faut tester, s'approprier les choses et se dire, OK, donc quelle limite je veux l'utiliser, quelle limite je veux lui donner. Mais on ne doit pas s'abstraire de ce qu'on peut gagner justement de ça. Ce que fait Brice, c'est incroyable. On en parlait tout à l'heure. Moi, j'aurais rêvé, il y a quelques années, quand j'étais dans une boîte de livraison de repas à domicile, avoir le même type de technologie et pouvoir le donner aux restaurateurs avec qui on travaille. Donc, encore une fois, c'est une question de ne pas oublier qu'on est maître de ces technologies, même si parfois elle va vite, elle peut nous dépasser, et ne pas la laisser de côté, parce que même s'il y a des fois on a envie de faire de manière artisanale, non, c'est bien, ça fait du bien, ça aide. On est bien content d'avoir un ordi, un smartphone, donc il faut juste tester. Merci beaucoup pour cette conclusion. Merci à tous les deux d'être venus. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi la discussion. On se retrouve dans 1 heure pour une autre discussion passionnante sur les chefs sont-ils et sont-elles des produits marketing comme les autres. On va aborder ce vaste sujet. J'ai hâte. À tout à l'heure et bon appétit.